Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au premier épisode de Questions d'actu spéciale Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale. Nous sommes ici à Marrakech qui se transforme le temps d'une semaine en véritable capitale mondiale de la finance et de l'économie. Une session qui se tient sous le thème de la résilience, puisque cette même région, et vous le savez, a été frappée il y a un mois par le plus violent séisme de l'histoire moderne du royaume. Une édition qui se tient aussi dans un contexte mondial très incertain, donc les enjeux sont nombreux et tout le Gotha mondial de la finance, mais aussi des décideurs publics du monde entier, la société civile ainsi que les représentants du secteur privé, tous sont réunis ici à Marrakech pour discuter des défis actuels mais aussi des perspectives futures et surtout des perspectives futures. Le Maroc donc est hôte de cette grand-messe de la finance, une opportunité unique pour mettre en avant bien évidemment les atouts du Maroc. Drainer de l'investissement, c'est ce qui compte pour créer de la croissance. Et on va bien sûr parler de cela dans cette émission. Je reçois pour ce premier épisode de l'émission spéciale de ces assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale deux femmes exceptionnelles. La première est ministre et la deuxième est à la tête d'une des deux institutions qui sont donc organisatrices de cet événement. On les a vus ces derniers mois enchaîner les rencontres ici au Maroc, mais aussi à Washington, en préparation de cet événement. Elles ont toutes les deux, j'ai envie de dire, bataillé pour maintenir l'événement ici à Marrakech, malgré le séisme qui a frappé cette région d'El Haouz. C'est une immense joie pour moi que de l'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de Questions Actu spéciale Assemblée annuelle. Il s'agit de notre ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation et l'intérêt que vous portez à ces réunions annuelles à Marrakech. Alors, ces réunions annuelles se tiennent donc à Marrakech avec, je le disais, tout le Gotha mondial de la finance. Peut-être rapprochez-nous des attentes du gouvernement marocain d'accueillir ici au Maroc ce genre d'événements de grande envergure. Bien, alors ces réunions annuelles ont été, on va dire, l'organisation a été gagnée par le Maroc en 2018, une candidature parmi 14. Et donc la première, on va dire, attente, c'est qu'on ait une reconnaissance effective des institutions internationales, mais de la communauté internationale, sur la légitimité, la force de notre pays pour pouvoir accueillir ces réunions. Les accueillir au sens, on va dire, de notre hospitalité légendaire dans cette très belle ville de Marrakech, mais également notre capacité à être au centre de conversations globales sur des thématiques et des enjeux majeurs dans un monde turbulent. Donc, ce qui est important pour nous pendant ces réunions, c'est d'abord montrer ce qu'est le Maroc, continuer à expliquer ce que le Maroc est à la communauté internationale, ce que nous avons accompli et ce qui reste à faire sous la vision éclairée de Sa Majesté, et porter la voix, on va dire, du Sud global qui a grandement besoin d'un renouveau, on va dire, de ce monde financier. Alors, il s'agit aussi, on va en reparler un peu plus tard, de parler de reconstruction, notamment de cette zone sinistrée par le séisme qui a frappé donc cette région de El Haouz le 8 septembre dernier. Vous, en tant que gouvernement, justement, comment voyez-vous les perspectives des institutions de Bretton Woods, donc le FMI et la Banque mondiale, surtout après l'avènement de ce triste séisme ? Bien, il est entendu que quelques heures après cette tragédie humaine d'une ampleur, on va dire, inédite dans notre pays, la question s'est posée d'abord au Maroc parce qu'il s'agissait de donner la priorité. Et Dieu merci, encore une fois, la gestion de la crise a été exemplaire sous les orientations de Sa Majesté, mais au niveau des institutions également. Et donc de façon responsable et solidaire, nous avons eu cette conversation avec les deux institutions pour dire que le Maroc doit porter secours d'abord aux victimes du séisme, mais surtout continuer. Quand on me parlait de relance, j'ai dit on ne va pas relancer parce qu'on ne va pas s'arrêter. Et notre pays aujourd'hui a cette capacité
par la diversité de ses forces, de ses expertises, de pouvoir mener de front le contexte, et Dieu sait qu'il a été turbulent depuis quelques années, mais la trajectoire et la vision et garder le cap. Et je pense que nous avons convaincu les deux institutions sur nos capacités à le faire. Et surtout, nous les avons convaincus que leur mission, c'est celle-là. Ils ont une mission d'aide au développement, préparer un futur meilleur, plus inclusif pour la jeunesse, mais être prêt pour tous les chocs. Et je pense que c'est vraiment ce message que nous portons ensemble pour dire que la vraie vie, c'est des crises inattendues qui peuvent être d'une ampleur aussi forte, mais continuer la coopération, le partenariat et la foi en l'avenir. Quand vous parlez des générations futures, je ne peux m'empêcher de penser à l'impact que pourrait avoir le niveau d'endettement actuel du Royaume du Maroc sur les générations futures, justement, parce que ce sont des prêts à long terme. Et aussi, bon, il y a eu la ligne de crédit du FMI pour le Maroc. Ensuite, il y a tout juste une dizaine de jours, a été annoncé un nouveau emprunt de 1,3 milliard de dollars, toujours de la part du FMI. Un point, Madame la Ministre de l'Économie et des Finances, sur le niveau d'endettement du Maroc. Est-ce qu'il doit inquiéter? Est-ce qu'il doit inquiéter aujourd'hui? Mais surtout, est-ce qu'il doit inquiéter les générations futures? Très bien. Moi, je pense que c'est extrêmement utile et je vous remercie de poser cette question pour qu'on appelle une clarification et qu'on arrête toute confusion sur ce sujet. Notre pays, jusqu'avant Covid, était dans des niveaux d'endettement plutôt autour de 60%. Et c'est la gestion de la crise du Covid qui a fait que nous avons atteint les 70% et quelques de taux d'endettement. Ce qui est le cas pour beaucoup de pays. Enfin, je pense que c'est une tendance mondiale. Voilà, et je pense que ce n'est pas moi qui étais au gouvernement dans cette poste, et je ne peux que saluer les décisions qui ont été prises pour gérer la crise de Covid et toutes les mesures courageuses, vigoureuses, rapides qui ont été prises. Parce que c'est facile de venir après et dire c'était pas bien, mais on est debout et parce que sous les orientations de Sa Majesté, des décisions ont été prises vite et bien, et bien il y a un prix à payer, c'est le taux d'endettement. Et ce taux d'endettement est celui-là aujourd'hui. Alors quelle est aujourd'hui notre position en tant que gouvernement qui doit préserver, on va dire, les fondamentaux macroéconomiques et les améliorer? Et quelle est la conversation qu'on a avec des partenaires tels que le FMI qui regardent encore de plus près que vous notre niveau d'endettement? Ce que nous disons, c'est que nous nous sommes engagés pour qu'à compter des 3 prochaines années, nous commencions à baisser le taux d'endettement. Mais aujourd'hui, nous ne l'aggravons pas. Nous avons besoin de maintenir ce taux d'endettement à peu près 3 ans pour ne pas compromettre la croissance. Parce que la vraie solution pour les fondamentaux de nos macroéconomiques, c'est qu'on ait des taux de croissance suffisants. Donc pour mener à front les réformes structurelles que nous faisons, pour permettre de libérer de l'espace pour l'écosystème économique, pour travailler, investir et créer de la croissance, nous pensons que nous avons besoin de garder ce palier environ 3 ans avant de recommencer une trajectoire de réduction progressive de nos taux d'endettement. Dans ce contexte, quand on voit arriver une nouvelle ligne comme l'emprunt qu'on a fait en février, qui était un véritable succès, il ne s'agit pas, à chaque fois qu'on fait une annonce sur un emprunt, ça ne signifie pas que nous avons aggravé l'endettement. Nous avons une stratégie d'endettement où l'objectif, c'est d'être à 70% de dette intérieure et 30% de l'extérieur, mais nous arbitrons en permanence, en fonction des conditions de marché, des conditions économiques internes, quel est le meilleur outil. Alors, ceci étant dit, quand on a été négocier la ligne de flexibilité, on n'est pas endetté en plus. Nous sommes allés, on va dire, négocier une ligne de précaution, une espèce d'assurance pour dire, face à ces crises, notre pays a la force de gérer le financement de ces réformes, le management de ces crises, mais il faut rester modeste par rapport à un contexte et des facteurs exogènes qui peuvent vous mettre face à une crise. Et nous voulions avoir des solutions, pas à construire au moment de la crise, mais des solutions qui sont pré-négociées, prédéfinies,
pour surtout ne pas les utiliser. Mais est-ce que le gouvernement du Maroc aujourd'hui a eu recours justement Absolument pas. À cette ligne de crédit qui a été débloquée, vous l'avez rappelé, à la mi-2023? Donc cette ligne de flexibilité de 5 milliards de dollars est là, mais elle n'a pas été utilisée, elle n'a pas vocation à être utilisée pour le moment. Alors sur l'autre ligne qui est la RSF de 1,3 milliard, c'est quelque chose de différent. Parce que là, il y a résilience, sustainability. Déjà, il y a résilience et durabilité. Déjà, ce qui est très important sur la ligne de flexibilité, on est allé un peu vite là-dessus, nous sommes le premier pays de la région, du continent, à y avoir accès. Une fois qu'on y a accès, on est dans un autre club qui permet l'accès à d'autres instruments. Et c'est comme ça qu'on a eu accès à cette ligne, en fait, pour la durabilité. Qu'est-ce que permet cette ligne d'1,3 milliard? Eh bien, de soutenir deux grands types de réformes, pour ne pas, on va dire, être trop technique et partager avec le maximum de nos concitoyens qui nous écoutent. D'une part, toutes les réformes qui nous préparent à une transition écologique, à faire face à tous les défis des changements climatiques, et d'autre part, aux réformes pour solidifier le cadre macroéconomique. C'est les deux pieds, parce qu'il faut qu'on continue de financer les réformes, mais avec une rigueur budgétaire macroéconomique en même temps. Nous aurons l'occasion peut-être de vous dire en quoi ça consiste. C'est un cadre bien réfléchi, durement négocié, mais avec les mêmes priorités qui sont les nôtres et des financements qui accompagnent cette trajectoire sur, on va dire, des thématiques claires et un calendrier prédéfini. Alors, l'État est le premier investisseur du pays. Est-ce que ces emprunts, et justement, c'est ce qui fait que ce genre d'institutions aussi importantes que les FMI ou la Banque mondiale font confiance au Maroc et que le Maroc fasse exception, il compte sur l'investissement de ces prêts-là, enfin, en tout cas l'utilisation de ces prêts-là pour créer de la croissance. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vont être utilisés ces emprunts-là? Je ne vais pas dire, ce serait un raccourci trop rapide que de dire que ces emprunts vont aux investissements publics. Je pense que la confiance que nous avons de notre partenaire sur la cohérence des politiques publiques, c'est ça qui compte. Il nous accompagne depuis quelques années. Il s'assure que nous disons ce que nous allons faire et nous faisons ce que nous disons. Et ça, c'est ça qui compte. Il nous accompagne sur l'éducation nationale, c'est important. Il voit sur le terrain que nous réussissons en disant on s'occupe de l'enseignant, c'est important. On a eu quand même quelques réalisations majeures. On s'occupe de l'école, on s'occupe de l'élève. Et donc, ils nous accompagnent. Hein. Ce ne sont pas juste des gens qui décident dans un bureau à Washington autour d'une table. Nous avons des équipes au Maroc qui accompagnent l'ensemble de ces réformes. Donc ça, c'est extrêmement important. Accompagnement technique, vous voulez dire? Accompagnement technique sur... On réfléchit la stratégie, on la met en œuvre et on s'assure de l'impact. Mais on reste souverain sur la stratégie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le FMI ou la Banque mondiale qui nous accompagne en nous disant bon, c'est comme ça que ça marche. Ce sujet est très loin, absolument pas. Quand je dis qu'ils sont proches de nous, c'est qu'ils nous accompagnent, ils nous voient faire, c'est extrêmement important. Et donc sur cet accompagnement, c'est vraiment la cohésion de nos stratégies. C'est nous qui choisissons notre stratégie. Notre gouvernement, depuis 2 ans, a dit l'État social en premier. Et l'État social, c'est une conviction forte que c'est ça qui va créer les conditions, on va dire, pour une meilleure croissance dans le futur. Donc nous choisissons, mais nous expliquons pourquoi, nous expliquons que nous pouvons faire et nous expliquons qu'on mesure ensemble que ça apporte des résultats effectifs sur le terrain. Voilà. Alors, bien évidemment, on ne peut pas éviter de parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est la reconstruction après le séisme. Madame la ministre, 120 milliards de dirhams sur 5 ans. D'abord, un mot sur ce programme de reconstruction, où en sont les travaux de la commission qui s'occupe justement de ce programme-là, et quid de son financement, en sachant qu'une bonne partie, et cela dans le communiqué du cabinet royal y a fait référence, il sera en grande partie financé par les fonds propres de l'État. Bien. Alors d'abord, vous me donnez l'occasion de saluer, on va dire, la vision de Sa Majesté et le management exceptionnel de cette crise, où la priorité, c'était les mesures d'urgence.
Donc ce programme, très vite, est venu compléter une première phase, on va dire, de programme d'urgence, de première nécessité, et d'un secours et d'une décence aussi pour les victimes. Mais comme à chaque fois, notre pays, grâce on va dire, à la vision de Sa Majesté, se réinvente à l'occasion d'une crise. Donc il y avait, on va dire, nécessité à construire, mais en mieux, à reloger en mieux, à éduquer en mieux. Et c'est un petit peu ça la trajectoire de ce très grand programme de 120 milliards de dirhams sur les 5 prochaines années. Donc sur le financement, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier la solidarité exemplaire de tous les Marocains, de tout horizon, de tout âge. Et donc aujourd'hui, on a un fonds qui est, quand il sera, on va dire, arrivé à sa maturité, on pourra informer sur le montant, mais un fonds qui est conséquent et qui permet de commencer les premières opérations et notamment, on va dire, les indemnisations sur les habitats les logements qui sont totalement ou partiellement détruits avec les montants respectivement de 140 000 et 80 000 dirhams. Et je voudrais aussi rappeler que le programme, on va dire, temporaire d'aide aux ménages de 30 000 dirhams par an, eh bien, les aides ont commencé à être effectivement, on va dire, distribuées à compter du 6 octobre aux premiers ménages qui ont été recensés. Sur la deuxième partie du programme, il s'agit surtout, on va dire, de repenser les infrastructures, les services publics, mais également créer des conditions pour une dynamique économique. Effectivement, le chef du gouvernement a donné des instructions claires à l'ensemble du gouvernement de dire qu'il s'agit de financer en priorité sur la planification budgétaire que nous avons. D'abord, il s'agit de 6 provinces. Donc, dans les programmes actuels du gouvernement, il est normal et rassurant d'ailleurs qu'il y avait un pan de ces financements qui était déjà dédié à ces provinces-là. Alors, est-ce que ça allait exactement, elles étaient exactement formulées comme ça? Sûrement pas. Et on a le devoir d'être agile et flexible et s'adapter au contexte. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, nous avons une autre partie où, peut-être dans le même département, on va peut-être prioriser certains projets plus que d'autres, etc., dans le temps et dans la planification. Donc nous tenons régulièrement, sous on va dire, la direction de monsieur le chef du gouvernement, des réunions pour, d'abord, il faut qu'on continue à évaluer le plus finement possible les dommages et les besoins, parce qu'on a fait vite, ça fait que, on va dire, 1 mois, et chemin faisant, de dire quelles sont les solutions de financement les plus appropriées. De façon générale sur l'investissement, et là vous me donnez l'occasion, nous pensons que l'avenir est au partenariat public-privé aussi. Ce n'est pas quelque chose que nous ferons que pour ce programme des 6 provinces, mais également sur beaucoup d'autres investissements publics, puisqu'aujourd'hui, sur des chantiers comme les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau, même la santé, il y a des investisseurs rigoureux, disciplinés, ambitieux, qui peuvent accompagner cet élan de l'État. Vous les ciblez ici à Marrakech? Parce qu'ils doivent être présents, j'imagine. Des investisseurs sérieux, professionnels, capables d'apporter de la valeur, je peux vous dire qu'on les cible là où ils sont, à Marrakech aujourd'hui, mais partout dans le monde et en tout moment, parce que nous avons un véritable portefeuille de projets très solide, qui intéresse énormément d'investisseurs. Je ne vous cache pas que, on va dire, ce momentum qui est présent pendant cette dizaine de jours à Marrakech est sûrement propice à davantage expliquer ce que nous voulons faire et ce que nous sommes capables de faire. Juste pour revenir au chapitre de la reconstruction, Madame la Ministre, est-ce qu'on parle d'une prime d'assurance paramétrique de 250 millions de dollars après le séisme? Est-ce que le Maroc va pouvoir recevoir cette prime d'assurance? Évidemment, nous avons donc un fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles et je pense que là aussi, c'est ce que je disais, que le Maroc qui se réinvente après les crises. Je pense qu'on a eu quelques séismes malheureux avant à Al-Hoceima,
et je salue le travail, on va dire, qui a été fait par tous nos prédécesseurs, d'avoir créé ce fonds et qu'il existe aujourd'hui. Et évidemment, les réassureurs vont commencer, on va dire, à nous indemniser dans les prochains jours selon le calendrier et les clauses contractuelles qui nous unissent. Le fonds spécial pour les catastrophes naturelles va être en complémentarité au fonds qui a été créé pour le séisme d'El Haouz? En fait, nous apportons une solution globale, on va dire. Après, il sera temps d'expliquer peut-être ces mécanismes, mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est que c'est exactement comme ce qu'on disait de la FCL ou la RSF ou tout ça. Ce qui est important, c'est que l'État a beaucoup d'outils différenciés, différents, et ce qu'on nous demande, et le citoyen nous demande, c'est débrouillez-vous avec vos finances publiques et vos instruments, apportez-nous une solution, c'est ce que nous allons faire. Nous avons une multitude d'instruments, de la solidarité, à un fonds de catastrophe, à l'effort budgétaire, on va dire, à la coopération. Vous allez puiser dans on va d'abord appliquer ce qui est contractuel, etc. et faire une offre globale qui est claire, qui est identifiée, et à nous de faire, on va dire, notre travail proprement pour que l'ensemble des ressources, là où elles sont, soient mobilisées proprement pour tenir, on va dire, nos engagements sur ce programme, comme sur tous les autres d'ailleurs engagements que nous avons pris au sein de ce gouvernement. Un nouvel engagement, enfin en tout cas qui intervient à la veille de la présentation du projet de loi de finances. On a eu les grandes lignes de ce budget 2024 en août dernier, qui ont été présentées en août dernier. Bien naturellement, je ne vous poserai pas la question est-ce que vous avez revu peut-être les priorités, mais est-ce qu'il y a des priorités vraiment très budgétivores, pour ne citer que la généralisation de la couverture sociale, qui reste prioritaire pour le budget, aux côtés, et s'ajoutent maintenant ces efforts de reconstruction et de relance de cette région sinistrée par le séisme. Bien, comme vous le disiez à juste titre, donc, on a eu un cadrage de ce projet cet été, et puis nous devrions le présenter les prochains jours en fait en Conseil des ministres et commencer, on va dire, le processus avec les parlementaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que notre ambition et notre volonté forte, c'est vraiment de maintenir le cap sur les réformes sur lesquelles nous nous sommes engagés. On ne transigera pas avec ce que nous avons promis de faire sur la protection sociale et sur l'État social. Alors vous me direz comment vous allez faire ça, nous le verrons en détail, mais ce qui compte en fait, c'est que nous créons les conditions pour que les revenus, la croissance soient saines et durables, que l'inflation revienne progressivement, mais nous pensons que nous avons, on va dire, les ressorts pour pouvoir vraiment continuer la trajectoire des réformes. L'austérité, ce sont ce genre de non, ressorts? Non, sûrement pas l'austérité. Je pense que l'austérité est... ce dont on a besoin, c'est de confiance. Et la confiance est probablement l'un des meilleurs moteurs pour la croissance. La confiance de qui? La confiance du secteur? Parce que, bon, la confiance des institutions ou des bailleurs de fonds, nous l'avons. Bien, la confiance de l'investisseur est extrêmement importante. Et je pense qu'un État qui dit « je vais continuer à investir comme principal investisseur », et je ferai en sorte que cet investissement profite aussi au secteur privé, parce que le dernier des marchés publics, la charte d'investissement, c'est pas l'État continue à investir, mais l'État continue à investir et en fait bénéficier davantage le secteur privé. Le secteur privé est le relais de la croissance future, on en a besoin, mais nous prenons nos engagements pour dire, on l'a déjà pris, hein, on a dit voilà ce que nous allons faire pour vous créer les conditions propices pour plus d'investissement, mais on les soutient, on continue. Et le message de confiance est fondamental et je sais qu'on peut compter sur eux dans cette dynamique. On peut compter bien évidemment sur eux. Est-ce qu'on peut compter aussi sur le gouvernement pour faire par exemple de la lutte contre l'inflation une priorité ? Alors c'est une priorité la lutte contre l'inflation et nous avons pris une panoplie de mesures, vous les connaissez, mais pour en rappeler, on va dire quelques-unes. D'abord le prix de l'électricité, je pense que ça passe un peu sous silence, mais le prix de l'électricité a été maintenu malgré, on va dire, un coût des intrants et des énergies qui a vraiment flambé en 2022.
C'est quelque chose que nous avons fait volontairement et que nous avons soutenu. Nous avons pris des actions transversales sur le transport, par exemple, qui était quelque chose où le citoyen qui a besoin d'une marchandise, en fait, a continué à payer un transport qui est raisonnable, et pareil pour les gens pour leur mobilité personnelle. Et surtout le soutien au monde agricole, parce qu'au final, on s'est retrouvé avec une inflation qui était pas mal concentrée sur les produits alimentaires, et donc nous avons réduit ou carrément enlevé tous les droits de douane sur beaucoup d'intrants, sur les semences, etc., pour un soutien, pour dire il faut que le prix de la tomate, de la patate, de l'oignon reste accessible, parce que le panier du ménage moyen au Maroc, ou des gens qui ont... Mais ça dépend aussi d'autres facteurs qui ne dépendent pas peut-être de votre département. Nous n'avons Après, effectivement, c'est un débat. Notre département a dû, on va dire, casser la tirelire pour soutenir ces actions-là. Donc vraiment, il y a une panoplie. Nous avons fait de l'inflation vraiment un cheval de bataille qui est extrêmement important, sans compter que nous avons, dans le dialogue social, et ce n'est pas neutre, consenti des augmentations de salaire pour une très grande partie de la fonction publique. Le SMIC a été augmenté 2 années successives de 5%. On n'a pas pu effacer l'inflation, elle était à 6,6 fin 2022, elle devrait finir à 5,6 cette année, mais c'est une de nos priorités, et je pense que nous avons fait énormément, on va dire, d'actions et mis en place beaucoup de mesures pour la contrecarrer. Alors, il y a le principe de sincérité quand on met en place un budget, c'est dans la loi organique des finances. Et là, on a tablé sur une inflation dans les prévisions de la loi de finances 2023 qui devait se stabiliser autour de 2%. Nous en sommes loin aujourd'hui. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le même piège pour l'année prochaine, où c'est une tendance mondiale de baisse de l'inflation et que le Maroc devrait s'inscrire aussi dans cette tendance mondiale? Moi, je pense que par moment, il faut être modeste par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense que cette inflation-là a pris de court probablement notre gouvernement, mais à l'échelle mondiale, parce que effectivement, quand nous préparions la loi de finances 2023, eh bien, nous prenions les mêmes, on va dire, modèles économiques, que ce soit ceux du propre ministère, de la Banque centrale, du HCP. Donc il y avait un peu un consensus, peut-être pas sur 2%. Mais au moment de préparer la loi de finances, et je le dis en toute modestie, je pense, et ce n'est pas propre à nous, mais chemin faisant, cette inflation on va dire, a été peut-être mieux comprise, mieux appréhendée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces prévisions qui sont un petit peu différentes et corrigées. L'autre chose, c'est qu'au moment où la Banque centrale met en place des mesures monétaires pour contrecarrer l'inflation, où le gouvernement met en place des mesures pour contrecarrer l'inflation, eh bien certaines se vérifient plus rapidement que d'autres sur le terrain. Et donc nous ajustons de façon très proactive, très agile, pour que nous ayons un bon ciblage de l'inflation, mais nous devons continuer à la combattre pour créer les conditions, on va dire, saines de croissance et soulager, on va dire, ceux qui sont les plus touchés par la hausse des prix. Vous avez parlé de cohérence au tout début de cette interview, Madame la Ministre. Est-ce qu'il y a une cohérence entre la relance budgétaire et la restriction monétaire, hausse des taux, et un gouvernement qui veut encourager l'investissement? Eh bien, il y a 6 mois, je vous aurais répondu oui, vous ne m'auriez peut-être pas cru. Et pourtant, il y a 6 mois, je disais que oui. Parce que chacun est dans son rôle, on va dire. La politique monétaire, enfin, je pense que la politique monétaire a le devoir de lutter, on va dire. Enfin, c'est vraiment une de ses missions principales. Après, on a des conversations qui peuvent être, on va dire, un petit peu animées avec la Banque centrale comme gouvernement, parce que ce que nous disons, c'est que il ne faut pas être trop restrictif, puisque d'un autre côté, les mesures que nous faisons, les efforts budgétaires que nous faisons sont là aussi pour impacter. Donc ce n'est pas juste une mécanique inflationniste qui suit son cours, mais il y a une gestion proactive. Aujourd'hui, on peut dire que chacun a apporté une partie de la solution et que nous abordons plus sereinement le sujet de l'inflation. Sur le financement de l'économie, certes, il faut financer les points de base de plus qui ont été décidés, mais d'un autre côté, si on se compare avec la région, nous restons dans un
coût de financement de l'économie qui est relativement honnête. On me reprendra peut-être après cette émission en dire c'est plus cher, oui c'est plus cher, mais ça reste compétitif. Et allons chercher la compétitivité aussi dans d'autres sujets, en espérant que nos conditions macroéconomiques nous permettront de nouveau de revenir à des taux de financement peut-être moins coûteux pour les investisseurs et les entrepreneurs. Alors un dernier mot, Madame la Ministre, sur ces réunions annuelles donc, qui se tiennent ici à Marrakech. Quels sont les points vraiment d'orgue sur lesquels le Maroc table, sur lesquels le gouvernement marocain veut vraiment mettre la lumière en tant qu'hôte, bien évidemment, mais pour justement mettre en avant ce, vous avez parlé de compétitivité, moi j'ai envie de dire ce produit Maroc en tant que terre d'investissement africaine. Très bien. Donc, je pense qu'effectivement, on a un objectif d'expliquer la diversité de notre pays, qu'elle soit humaine, culturelle, mais aussi économique. C'est extrêmement important. Beaucoup des partenaires financiers nous connaissent, une grande partie de la communauté internationale nous connaît, mais pas tous connaissent nos réalisations. Ça va de ce que fait l'OCP à l'industrie automobile, au secteur agricole, à Tangemed. Tous ne connaissent pas ça et je pense que nous avons une présence on a à peu près 50 prises de parole dans les panels ou dans les événements de Marocains. Et j'espère que ce sera une bonne occasion de faire passer ces messages, de partager notre expérience. La deuxième chose, c'est de dire que le Maroc a réinventé son modèle et que là aussi, on a envie de dire que les recettes qui sont conçues, on va dire, dans un monde peut-être un peu plus développé, ne peuvent pas être prises et dupliquées en l'état. Et que nous, parce que nous avons notre souveraineté, notre force, notre roi, nous avons pu quelque part, on s'est autorisé, et on a eu raison de le faire, de dire très bien pour prendre des standards internationaux, mais avec notre recette, avec notre réalité. Et je pense que ça c'est extrêmement important comme un message pour dire dans le continent africain, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avancer si on ne le soutient pas et si on ne crée pas des modèles qui sont adaptés à notre réalité, à notre dynamique, à notre histoire et à notre culture. Un dernier mot aux participants, aux téléspectateurs, parce que nous sommes ici à Marrakech, Madame la Ministre. Eh bien, moi, je voulais remercier les Marocains pour leur solidarité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été solidaires pour nous aider à gérer cette crise et nous permettre en même temps de continuer la trajectoire. Et ce que je veux dire, c'est que cet événement est celui de tous les Marocains, de toute la jeunesse. 450 étudiants dans les universités, dans 5 universités marocaines, s'occupent de nos délégations de 189 pays. Ils sont à la fois le visage du Maroc dont nous sommes fiers, une jeunesse éduquée et talentueuse, mais c'est aussi une jeunesse qui va s'assurer que nous travaillons tous pour un monde meilleur pour eux, parce que ce monde leur appartient à eux, que j'espère être plus inclusif, plus équitable et plus sage à l'avenir. Voilà. Et cela s'applique bien sûr sur le monde et sur le Maroc aussi. Voilà. Merci beaucoup Nadia Fter, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, donc c'était la première partie de Questions d'actu spéciale Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI ici à Marrakech. Je vous retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de cet épisode.